Bonjour les gens, bonjour les jantes, bonjour le monde. Et aujourd'hui, vidéo un peu rapide pour juste donner mon avis sur le dernier film Superman. Et oui, normalement, d'habitude, je ne fais pas vraiment cela. Mais j'ai deux raisons. De une, on va bientôt commencer à parler, entre autres choses, de cinéma sur cette chaîne. Et pas forcément juste des trucs de super-héros, hein, juste de films ou séries un peu bizarres, ou de jeux vidéo. Enfin bref, de tout ce qui se passe de près ou de loin sur un écran, puisque l'émission s'appellera normalement « Ça crève l'écran ». Et de deux, il y a des gens qui me l'ont demandé. Si je peux, j'essaye de faire plaisir. Et aussi, il y a des gens qui me l'ont pas demandé. C'est-à-dire que, en fait, juste en donnant mon simple avis, j'ai eu un certain nombre, et un nombre certain de gens qui sont venus me casser les bonbons. C'est pour que je dise, en fait, pas ce que je pense, mais ce que eux y pensent. Et notamment, du coup, dire du mal de ce film, parce que, spoiler, je l'aime assez. Il a des défauts, mais je l'aime assez. Et voilà, ces gens-là voulaient à tout prix me convaincre, ou en tout cas me faire dire que ce film, c'est la seconde venue de l'Antéchrist, parce que vu la timeline dans laquelle on vit, c'est clair qu'il est déjà venu au moins une fois. Et bref, pour une fois, j'avais envie de leur casser un petit peu les bonbons en retour, et moi, comme je ne fais pas leur méthode, plus de place à mon avis. Donc du coup, j'en fais une vidéo plutôt qu'un simple post sur un réseau social. Voilà, je crois que sans ces différentes choses, je ferai comme d'habitude, je n'en aurais juste pas parlé sur cette chaîne. Et du coup, dans un souci d'équité, je ferai aussi les 4 Fantastiques. De toute façon, le film m'intéressait aussi un petit peu. J'aime bien les Fantastiques, et j'aime beaucoup Galactus. Bon, maintenant, pour que cette vidéo soit un peu plus durable dans le temps, commençons par un petit peu de contexte. DC tente de se relancer au cinéma après une tentative d'univers cinématique partagé qui a pris l'eau au fil de sa mise en place. La firme aux 2 lettres, et surtout la maison mère Warner Bros, tente de faire un redémarrage en s'attaquant à l'un des 2 super-héros les plus adaptés au monde. Non, pas celui-là, l'autre. Et oui, Superman, le grand tout de bleu vêtu, celui dont l'emblème est connu dans le monde entier, mine de rien, est encore une fois adapté. Ce coup-ci par James Gunn, nouveau grand Manitou chapeautant cet univers, qui se retrouve également à la réalisation du dit film, des nouveaux DC Studios. Dans un contexte américain qui, on va dire, est globalement compliqué, et une direction un peu warnerienne qui semblait un peu se chercher. Pour rester poli, les projets annulés étant légion ces derniers temps, malgré parfois un très grand degré d'avancement. Ce film Superman a donc un bien lourd héritage à porter. Celui d'adapter les comics Superman, édités depuis 1938, mine de rien. Celui de toutes les adaptations de Superman, du cartoon de la Fleischer à Lois et Clark, mais aussi celui de lancer un potentiel univers cinématique, tout comme le dernier vrai film Superman, Man of Steel, avait aussi la charge. Et en parlant de Man of Steel, parce que c'est difficile de vraiment passer sous silence, il y a aussi une partie des anciens fans qui sont dehors, toutes griffes dehors, à faire des campagnes marketing ridicules, comme ce camion qui a été payé pour dire aux gens de ne pas aller voir ce film. Et aussi à faire un peu de harcèlement en ligne. Et je préfère être précis, je parle vraiment d'une petite minorité. Si vous aimez Man of Steel et les autres films, vous n'êtes pas un Snyder Bro. Par contre, si tu commences un petit peu à harceler en ligne, ou à par exemple faire des réservations en ligne pour annuler en fait ta réservation de place de cinéma au dernier moment pour éviter que d'autres gens ne puissent acheter les places, oui, non, t'en es un. Et oui, c'est pas juste un truc qui sort de mon cerveau, c'est une vraie stratégie qui a été envisagée par ces gens. Mais ils ont posté des appels sur le net pour faire ça. Donc bon, ça fait beaucoup de choses qui sont totalement extérieures au film. Ce qui est très énervant pour moi, parce que je pense qu'on doit juger une œuvre en grande partie par ce qu'elle est. Donc fermons ce contexte bien déprimant, et parlons du film. Commençons par un petit pitch, on va essayer de résumer grossièrement le début du film. Eh bien tout simplement, les méta-humains ou personnages à super pouvoir existent apparemment depuis bien longtemps, au moins 300 ans.
Superman est arrivé il y a 30 ans sur Terre, voilà, tout bébé, et en gros, il a commencé à faire vraiment du super-héroïng depuis 3 ans. Et en gros, il vient de se faire tataner la mouille, mais sévère. Donc du coup, il va dans sa forteresse avec l'aide de son chien Crypto, pour tout simplement se soigner un petit peu. Et puis bon, il va pas attendre la fin des soins, il dit non mais ça va, voilà. Et comme tout mec, en fait, il se soigne jamais à fond. Et il retourne à la castagne. Et du coup, ça va nous amener dans toute une intrigue où en fait, c'est un truc avec Lex Luthor, tout un conflit entre deux pays, la Boravie et le Jaronpour. En gros, le film va se concentrer sur l'aspect humain du personnage, que ce soit avec sa relation naissante avec Lois Lane, puisqu'ils sont en couple seulement depuis 3 mois, mais aussi tout le truc de ses parents adoptifs, et aussi finalement quelle place t'ont laissé finalement tes parents biologiques, quel héritage en gros ils t'ont laissé. On va vraiment aller là-dessus sur est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est un alien, qu'est-ce que ça change et quel est le point de vue de beaucoup de personnages sur la question. Voilà, c'est grosso merdo le pitch. J'ai pas voulu spoiler en fait sur le pitch. Je vous dis juste qu'en fait j'aime bien le film, je trouve qu'il a quelques défauts. Il y a quelques passages qui sont peut-être un peu longués. Je trouve qu'il y a assez peu de blagues à la Gunn. Par contre, il y a d'autres tics en fait qui viennent de son cinéma, comme par exemple il y a forcément un moment de baston avec de la musique, ce genre de choses. Mais je vais beaucoup plus spoiler dans la partie qui va suivre. C'est pour ça que j'essaye de vous donner un avis un petit peu général avant, voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées. On ressent vraiment le côté DC en fait. On ressent vraiment en fait que c'est l'univers DC. Oui, tu peux avoir une attaque de kaiju et en fait ça fait un peu chier, mais bon, ça arrive tous les jeudis en même temps. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'esprit de ce film. Je trouve que du coup, c'est aussi un film parce qu'il a réussi à se centrer sur une thématique. L'humanité de son personnage principal et le fait que du coup son ennemi en fait lui refuse cette humanité et du coup c'est parce qu'il lui refuse cette humanité que du coup il va faire les erreurs qui vont faire que le personnage va gagner à la fin. Il y a vraiment plein de choses qui sont bien imbriquées sur la thématique. Après du coup, comme on se concentre vraiment sur la thématique, il y a aussi pas mal de choses qui sont survolées qui du coup peuvent laisser des interrogations, des questions, et parfois peut-être avoir l'impression d'avoir quelques petits trous dans le scénario. Pas des choses en fait qui sont rédhibitoires, mais des choses qui existent, et voilà. Ah, et par contre je trouve que le casting il est très très bien. Quelques petits soucis d'écriture peut-être quand même sur certains personnages, et notamment sur certains personnages féminins et l'attitude qu'on a envers ces personnages. Voilà, là j'ai résumé la plupart des gros points, et maintenant je vais rentrer dans une critique plus poussée, et malheureusement je vais spoiler. À partir de là, voilà, vraiment, je vais essayer de ne pas spoiler, que ça reste spoiler free, mais je vais devoir rentrer quand même dans des points de détail pour vraiment dire ce que je pense. Je suis quelqu'un qui fonctionne au détail. C'est là que se cache le diable. Alors, je rappelle quand même qu'on est sur une critique à chaud d'un film que je n'ai vu au cinéma, en IMAX, en 3D. Parlons de la technique. La 3D, elle sert à rien, elle n'amène rien. Par contre, l'IMAX, tu ressens un peu plus les punchs et t'as 2-3 moments où t'es bien dedans. Mais bon, bref, vraiment le point à mettre en avant, c'est que c'est une critique à chaud. Un film avec... J'ai vu qu'une fois. Et en général, moi j'aime bien l'occasion de voir, de lire plusieurs fois une œuvre, et donc du coup, pour le coup, d'avoir le DVD avant de faire ce genre d'exercice. Je préfère préciser, ça fait qu'ici on est plus sur une impression qu'une véritable dissection. Ce qu'on devrait faire, ce vers quoi on devrait tendre quand on prétend faire des critiques, et pourquoi je suis pas de base hyper fan de réagir en fait, voire de surréagir comme ça à chaud. Franchement, c'est pas un mauvais film. C'est pas non plus un chef-d'œuvre intemporel. Être un bon film, c'est déjà vachement bien en fait. Parce que même créer juste une bonne œuvre, c'est déjà hyper compliqué.
Et puisqu'il faut bien commencer quelque part, commençons par les acteurs. Coron Sweet fait un bon Superman, hein, pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça marche bien. Par contre, j'ai trouvé son Clark Kent du tonnerre. Voilà, au niveau Clark Kent, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs. L'actrice qui joue Lois Lane, Rachel Brosnahan, je trouve, elle marche super bien. Voilà, on est sur une version déterminée du personnage qui s'est créé sa carapace de journaliste, qui fait qu'elle a du mal à avoir confiance, tant en les autres qu'en elle-même, en dehors de son travail, à qui elle se consacre corps et âme. Bref, rien à dire, hein, bon boulot. Nicholas Hoult est un excellent Lex Luthor. Et oui, Lex Luthor, c'est un gros rageux. C'est exactement ce qu'il est depuis à minima les années 80. En fait, on a une combinaison forte des deux versions, on va dire classiques, en tout cas modèles, de Luthor, son côté savant fou et son côté chef d'entreprise. Sauf que bon, comme c'est un chef d'entreprise d'aujourd'hui, son modèle, c'est plus le business suit à papa. Voilà, hein, c'est les gens les plus riches d'aujourd'hui, c'est les startups de la Silicon Valley. Voilà, avec le côté on est une grande famille et tout ça, hein, côté forcément de façade hein, uniquement. Et ça, c'est très bien rendu. Et la rage du personnage, hein, sur la fin, j'ai vraiment cru qu'il allait se jeter sur Superman physiquement. Je veux dire, c'est le premier Lex Luthor que je m'imagine pouvoir mettre le costume de robot vert. Un sacré compliment. Il peut parfois apparaître peut-être un peu moins malin que d'autres Lex Luthor. Mais vraiment, je mets ça sur le compte d'une rage très forte. La rage, c'est quelque chose qui aveugle. C'est quelque chose qui est un défaut. Lex Luthor est intelligent, mais est handicapé par sa rage, son aveuglement en ce qui concerne Superman. C'est parce qu'il ne peut même pas concevoir le côté humain de Superman que Lex se fait avoir. Il ne pense pas qu'il peut y avoir un Clark Kent. Or, c'est tout le côté Clark Kent qui va faire que le plan de Lex échoue. C'est le côté Clark Kent qui va faire que sa petite amie, Lois, va pousser les autres super-héros à s'en mêler. Parce que sinon, c'est clair qu'il serait pas là, en fait. Avec la même justification que tout un chacun a pour plein de choses. Oh, moi, vous savez, la politique, c'est pas mon truc. C'est le côté Clark Kent qui lui donne Jonathan et Martha Kent, qui, eux, seront le remettre d'aplomb. Bref, Lex pêche par arrogance et par son incapacité à voir Superman comme un être humain. Et je ne vois pas de trait plus luthorien que cela. J'ai mentionné vite fait les parents Kent. Je les trouve bien. Martha est un peu sous-développée, on sait juste qu'elle est pas très douée avec la technologie. Pour le coup, je suis obligé de réexpliquer à ma mère des trucs sur les ordinateurs à chaque fois que je viens la voir, donc non, je vois pas où est le problème, voilà. Et surtout, Jonathan, ici se paye une très belle scène où le père essaye de montrer à son fils qu'il est fier, et je sais que c'est vraiment pas simple pour un père de montrer son affection, de s'ouvrir un petit peu. Par contre, sur les autres héros, je suis peut-être un peu plus mi-figue, mi-raisin. Mister Terrific est très bien. Avec juste ce cliché de « je suis intelligent, donc je gère mal mes émotions », que je trouve un peu trop usé, et qui commence aussi à apparaître en comics, parce que du coup... Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose de récent d'ajouter au personnage, avec lequel je suis pas hyper fan. Par contre, à côté de ça, l'acteur, Eddie Kategi, il assure vraiment bien. On ressent bien que le personnage est beaucoup plus intéressé par les grands problèmes que par les petits. C'est quelque chose qu'on voit bien par plusieurs scènes, hein, que ce soit la scène de l'ouverture de la porte, ou encore par son désintérêt total à la fin pour tout ce qui est de la guerre Boravi-Jaranpur, ou même juste la lutte de Superman. Voilà, on est juste là pour sauver d'abord la Terre. Qu'est-ce que tu fous, mec ? Hawkgirl, jouée par Isabella Merced, malheureusement est assez, voire carrément sous-développée. Elle est cool, elle est badass, mais pour le coup, franchement, c'est le personnage dont je sais le moins de choses. Vraiment sous-développé. On a Nathan Fillion en Guy Gardner. Un casting peut-être un peu trop prévisible. Voilà, hein, il a un petit côté champion des nerds. Oui, c'est peut-être un peu bizarre. Je dois dire qu'il vend bien le côté abrasif du personnage de Guy Gardner. Parce que malgré le nombre de fois où je l'ai vu jouer des super slips, des super-héros, ce genre de trucs,
il arrive avec Guy à trouver un côté un peu différent pour jouer sur l'aspect du crétin pas si méchant. Parce qu'il a déjà joué le super-héros vraiment méchant, hein, Captain Hammer dans le Dr. Horrible Sing-Along Blog. Il joue pas du tout pareil. Tu sens bien que du coup, il voit Guy comme un personnage à part entière. Et ça, c'est cool. Et enfin, dans les héros, on a Métamorpho, qui m'a surpris déjà parce que j'étais pas au courant, hein. Je suis pas farci des tonnes de trailers, voilà, Non, voilà, je m'en fous de ça, je m'en fous de votre cirque médiatique, de votre com, de trucs, je suis là pour voir un film. Donc du coup, je savais pas qu'il y avait Métamorpho dans le film. Et l'acteur qu'il joue, Anthony Carrigan, le jouait peut-être un peu trop yeux grands ouverts, tu vois, voilà, au début. Mais je trouve qu'il l'assure grandement à partir du moment où on sort de la semi-zone fantôme. On n'apprend quasiment rien du personnage, de tous les autres personnages. On est clairement dans une approche sur ce film qui a décidé de se concentrer sur ses personnages principaux, et non pas sur l'ensemble de ses personnages. C'est parfois un peu frustrant, hein, comme finalement je sais pas si Mister Terrific il a perdu sa femme ou pas dans cette version, ce qui normalement définit beaucoup le personnage, et ou bien par exemple si Métamorpho il est bien archéologue, ou bien si Métamorpho il est capable de transmuter son corps en des minéraux qui ne viennent pas du corps humain depuis longtemps ou pas. Mais ça finalement c'est le geek en moi qui parle. Et j'ai assez peu de doutes que se concentrer sur quelques personnages, comme Superman et Lois, c'est la bonne solution. Oui, c'est un univers partagé, mais un film, par définition même, doit être limité dans son scope. Et je trouve que le scope est bon ici, même si j'y reviendrai après, j'ai encore quelques rôles à mentionner avant. J'ai été assez étonné de voir Maria Gabriela de Faria jouer le rôle de l'ingénieur, un personnage de The Authority, généralement justement assez éloigné de la morale un petit peu boy scout de Superman, et plus dans le rentre-dedans et la castagne. Et du coup, dans cette histoire, c'est un bon ajout, même s'il y a encore certaines phrases du personnage qui donnent encore une fois envie d'en savoir plus sur elle, et du coup c'est pas le cas ici, parce qu'elle ne rentre pas dans le scope. Elle rentre dans le scope seulement en tant qu'antagoniste. Skyler Gisondo, lui, joue Jimmy Olsen, et j'ai des trucs qui m'agacent sur lui. Alors, pas sur l'acteur en lui-même, qui joue très bien ce qu'on lui a donné, mais le rôle est divisant pour moi. D'un côté, j'adore que Jimmy soit un peu bizarre. Voilà, c'est exactement comme ça que doit être Jimmy Olsen, qui n'est absolument pas un suiveur. Mais par contre, le côté où on dit qu'il use de ses charmes pour avoir ses infos, ça ne me plaît pas. Et encore, si c'était des coups d'un soir. Mais là, non, clairement, il y a au moins un cas clair de manipulation émotionnelle sur un autre personnage. Et ça, non, ça a vraiment, pour moi, été un point négatif. Et tant qu'on parle des femmes et des points négatifs, parlons aussi du cas du personnage de Sarah Sampaio, qui joue Eve Tessmacher, un des personnages créés pour le premier film Superman de Richard Donner en 1978. Et le personnage apparaît bêta, un cliché d'influenceuse uniquement superficielle, mais c'est pour mieux nous tromper, avec un twist bien trouvé, même si encore un peu lent dans son reveal, puisqu'il y a plusieurs personnages qui se mettront dessus, alors que franchement, si juste le premier personnage il s'en rendait compte, ça aurait peut-être été mieux. C'est très bien de prendre un cliché pour le renverser. Et malheureusement, j'ai un goût très amer dans la bouche parce que le cliché n'est clairement pas renversé entièrement à la fin du film. Ce qui fait que le personnage est bloqué dans un entre-deux, un brin beaucoup sexiste et un poil beaucoup désagréable. Et en parlant du premier film Superman de Donner, c'est un problème également du film, que celui-ci semble parfois prisonnier de l'ombre de ce film. Les génériques et de début et de fin utilisent le même genre de typographie. La musique de John Williams, bien que merveilleuse, prend beaucoup trop de place et empêche ce film, quelque part, de se créer sa propre identité musicale. On a aussi pas mal de références, que ce soit donc Eve Tessmacher, mais également Otis, et même le look de la forteresse de Solitude. Elle est capable de bouger, et c'est cool, mais j'aurais bien aimé qu'on se détache beaucoup plus de Donner, ce qui est parfaitement possible, puisque d'autres adaptations, et même en film live gros budget, Man of Steel, ont réussi. Niveau de plan de caméra, j'ai trouvé sur quelque chose d'assez classique dans sa composition, mais qui essaye de s'inscrire dans un décor plus vaste, dans lequel l'attention a été pensée.
Je pense notamment à la scène dans l'appartement de Clark Kent, avec une grande bataille dans le fond. Donc l'appartement est dans le noir, et il y a beaucoup de traits de couleurs, notamment rose, violet et vert, voilà, qui en fait vont illuminer la scène. Et du coup, ça vaut le coup d'avoir un Green Lantern dans l'équipe. Certains voient cette scène comme une blague. En discutant avec des gens, des gens qui étaient tout à fait polis, c'est pas les gens dont je parlais plus tôt. Donc du coup, j'ai vu ces gens dire qu'il y a trop de gags. Et c'est quelque chose que moi, j'ai pas ressenti. Et en discutant avec ces personnes, j'ai souvent vu ce genre de scènes revenir. Des scènes dans lesquelles moi, j'ai pas vu de gag. Oui, il y a une bataille en arrière-plan, mais c'est pas un gag. Absolument pas, c'est la preuve que quelque chose va très mal. Quelque chose va tellement mal que Superman ne va pas au combat. C'est une démonstration que notre personnage ne va vraiment pas bien. Que la situation n'est absolument pas normale. Ce n'est pas une blague. C'est la meilleure démonstration qu'on puisse faire que ça ne va pas. Et oui, la porte de Mister Terrific, elle va pas vite. Ce dernier, c'est construire des vaisseaux superspatiaux de la mort qui tue. Mais encore une fois, je trouve que ça montre surtout que Terrific ne sait se concentrer que sur un problème à la fois, et est incapable de voir les plus petites choses. Je fais des trucs importants, c'est aussi un moment où pour moi on rappuie sur ce point pour Terrific. Pour moi, c'est pas des blagues, c'est des moments de personnage. Démonstration de ce qu'est le personnage sans avoir besoin de nous faire une scène de lâchage d'informations, ou infodump en anglais, comme un malpropre. Oui, Guy Gardner, il fait des doigts d'honneur en construction d'énergie. C'est encore une fois une démonstration du caractère du personnage. J'ai lu des gens qui pensent que le truc du robot qui veut se faire appeler Gary à la fin, c'est une blague. Moi, j'ai vu aussi des gens transgenres, en fait, qui le lisent en mode affirmation de son identité profonde, de son soi intérieur, de qui on est à l'intérieur. Et moi aussi, en fait. Même si j'avais pas vu le truc par rapport à la transidentité, mais j'avais clairement vu que le personnage, il souhaitait vraiment, et que c'était important pour lui de se faire appeler comme ça. Tout comme pour moi, c'est important que on arrive à bien orthographier SN, tu vois, et qu'on m'appelle SN Parode, tu vois, parce que les deux trucs sont importants pour moi, c'est des choses que j'ai choisies, tu vois. Et je confirme, pour moi, c'est pas du tout une blague. C'est même une meilleure métaphore concernant la transidentité que d'autres métaphores utilisées par exemple dans le monde du comics et qui ont été créées explicitement pour parler de la transidentité. Je pense par exemple au Human inventé par Grant Morrison dans les X-Men. Gary le robot, c'est vachement mieux comme métaphore. Déjà, il a besoin de tuer personne pour récupérer des organes. Je sais pas, j'ai vraiment trouvé assez peu de gags. J'ai un peu l'impression qu'on fait cette critique un peu facilement parce que c'est Gunn, et qu'il a fait de nombreux projets où c'était un peu trop souvent le cas, justement. Prendre les choses à la rigolade. Ici, je le dis, aucune chose ne m'a semblé être faite uniquement pour un gag, mais toujours au service en fait des personnages et de leur caractérisation. Encore plus, de leur caractérisation immédiate. On est donc loin d'un gag, d'une scène burlesque qui se justifie par elle-même, mais au contraire, on est sur de la narration utilisant certes des thèmes humoristiques, mais de la narration, là où un gag n'a de raison d'être que lui-même. Toujours sur les idées de réalisation, on a pas mal de moments où on suit les personnages aller d'un lieu à un autre, ce qui nous permet de se situer pas trop mal dans l'espace. Bon certes, Metropolis est un petit peu mal défini, pas de problème, je l'accorde. Mais bon, il y a Metropolis, paf, à 10-20 km, il y a un téléporteur vers la simili-zone fantôme du film, qui peut t'amener à d'autres endroits sur la planète, et notamment dans une des pièces du bâtiment présidentiel en Boravie. J'ai bien aimé qu'on puisse justement suivre ces personnages, et se faire une idée assez précise justement de les chemins et tout ça. C'est quelque chose auquel j'aime beaucoup. Ah, et puisqu'on parle de la zone fantôme, la simili-zone fantôme, je l'ai bien aimé. C'est l'endroit où Luthor fout tous ceux qu'il aime pas. Je l'ai bien aimé, même s'il faut bien avouer que c'est peut-être là que le manque d'explication du film pêche un peu. Parce que s'il y a une prison, il faut au moins à boire et à manger, et un endroit où faire les besoins. Or, clairement, on voit qu'il n'y a rien de tout ça. Donc soit c'est vraiment la zone fantôme, c'est-à-dire un lieu où tout ce qui est biologique est figé dans le temps. Il faudrait un tout petit peu au moins l'expliquer, soit le film passe un peu trop vite sur plein de choses. Je sais que je me pose des questions carcérales dans un blockbuster américain, c'est pas utiloscope, donc on va vite, mais du coup c'est normal qu'on ait des interrogations, ce qui est un point négatif. Il reste encore d'autres choses qui ont chiffonné les gens.
parmi elles, il y a le message retrouvé des parents biologiques de Kal-El. Et oui, le film a décidé de changer un peu de l'idéal des parents un peu divins, qui donnent leur seul fils pour sauver un autre monde, une idée que personnellement j'ai toujours trouvée bien trop surjouée de toute façon dans les adaptations, et ce depuis Marlon Brando. Mais encore, même dans la série télé des années 50, il y avait déjà un peu cet accent un peu trop fort, j'ai trouvé. Bon, qui était juste mélangé à quelque chose que je trouve bien plus logique, c'est-à-dire juste tenter que le gamin y survive. On n'avait rien à foutre de la Terre. Vous voulez sauver le gamin. Alors oui, dans cette version, les parents, elles, conseillent à Kal de devenir le maître de la Terre. Bah déjà, c'est pas une idée aussi nouvelle, hein. Et je parle pas du truc tout récent en comics Mr. Oz, hein, qui est un peu nasouille, hein, de toute façon. Mais je parle de trucs aussi importants que, bah je sais pas, la remise en forme par John Byrne du mythe de Superman dans The Man of Steel. On a Lara, hein, carrément la mère, qui propose que le petit Kal-El, il pourrait quand même tous les soumettre, tout ça. Bon, et je parle même pas de l'hologramme de Jor-El dans Smallville, qui fait carrément des actions de gros bâtards. Bref, c'est pas nouveau, et ça rentre parfaitement dans le scope dont je vous parlais tout à l'heure. Le scope de ce film, c'est de dire que Superman est humain. Ce n'est pas un dieu, pas un extraterrestre, non. À l'intérieur, c'est la même chose que nous, vous et moi. Et tout le film va dans ce point, en mettant en avant l'importance de l'éducation par rapport à la nature, du fait que le méchant lui refuse son humanité, du fait que les civils louent plutôt son humanité. En tout cas, avant le twist qui fait que les civils changent un petit peu d'avis. Mais pas tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde change d'avis? Non, c'est clairement pas le cas. Bref, je ne peux pas dire que ce film n'a pas une thématique, et c'est pour cette raison qu'un film est un film et non pas un épisode très long d'une série télé, comme on a régulièrement. C'est pour ça que plein de personnages sont assez peu mis en relief, parce qu'ils sont seulement utilisés dans ce en quoi ils aident la thématique. Sauf peut-être Hawkgirl, dont je me pose vraiment la question de la présence ici. D'autres y voient un scope assez politique. Superman étant un savant mélange de social, de SF et d'aventure, la différence entre toutes les versions, finalement, c'est le mélange de ces trois éléments. Et oui, il y a du social. Il y a un conflit entre un agresseur beaucoup plus fort que l'agressé, donc une sorte de conflit où on en connaît au moins deux actuellement sur ce fabuleux globe nommé la Terre. Ce conflit est motivé en partie par le fait de récupérer des ressources, et c'est le cas aussi pour au moins l'un des deux conflits que j'ai mentionnés. Et emmener ces questions, c'est déjà pas mal pour un simple blockbuster. Parce que oui, hein, je rappelle, c'est juste un simple blockbuster, et pas le dernier film des frères Dardenne. Alors clairement, par contre, si c'est bien que ça se pose, des questions qui ressemblent en effet à des choses, eh bien qui nous font penser à notre monde bien moderne, ouais, non, les réponses, elles sont nazes. Mais c'est un blockbuster américain. Ce qu'on peut attendre de plus de ça, en fait. Déjà, en fait, dans une œuvre de ce type, le fait que, ne serait-ce que même la question, elle soit posée ou mentionnée, eh ben, c'est bien. Parce que c'est pas le cas d'habitude, voilà, point. Ah, et je vous parlais du message de Jor-El et Lara. C'est fou à quel point c'est littéralement ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement. Ouh, attention, les immigrés vont vous piquer vos femmes. Donc, je répète, on a un mec qui est en situation de puissance très forte dans un pays, qui cherche à gagner encore plus de pouvoir en faisant peur sur un étranger, en utilisant littéralement une culture que cette personne n'a jamais connue, en la tournant pour faire peur. Alors la réponse, encore une fois, elle vole pas très loin, parce que c'est un blockbuster américain, mais... je sais pas vous, mais moi ça me rappelle quand même des choses dans mon vrai monde. Ah, et le message dont on parlait, hein, voilà, qui est confirmé être vrai, tout ça, et pas du tout trafiqué, pourquoi pas? Parce que même en ne trafiquant pas le message, il est possible que ce soit la traduction qui soit biaisée. Ne dit-on pas qu'adapter c'est trahir? Le message peut être 100% vrai, mais 100% biaisé néanmoins. 100% trahi par la traduction. C'est rigolo d'ailleurs que ça parle à ce point d'adaptation dans une adaptation. J'ai trouvé certaines scènes de baston assez sympathiques. La très courte scène où Superman combat des soldats normaux
Elle est très sympa, elle est extrêmement cartoon et sert de bonne respiration entre deux combats où Superman prend plutôt cher. Ah mon chat, hein. Bah oui, parce que Superman il prend cher. Hein. Bref, la peau de Superman marque, il saigne, et oui, c'est normal. C'est comme ça dans les comics depuis longtemps. Et les moments où il ne saignait pas ou ne marquait pas, ça avait plus à voir avec le fait qu'on ne dépeignait pas le sang ou les marques de coups, en général dans les comics à certaines époques. Tenez, prenons un exemple, genre Batman. Sans pouvoir aucun, hein, vous le savez, Batman il a pas de pouvoir, il se fait péter le dos par Bane après s'être fait savater de l'entrée du manoir jusqu'en bas de la Batcave. Aucun sang, même assez peu de marques. Tout au plus, son costume il est déchiré. Donc oui, non, c'était plutôt, on faisait comme ça dans les comics que Superman est invulnérable. Pas vraiment, non. Et donc oui, c'est plutôt bien de voir que Superman, il est la peau qui marque en fait. Surtout que le film insiste sur le fait que ça reste pas longtemps. En très peu de temps d'exposition au soleil, paf, les tout soignés le Kal-El. Et les comics actuels, qui sont beaucoup plus décomplexés en ce qui concerne le fluide corporel sanguin, on le montre régulièrement sans Superman. Et puis ça fait combien d'années, voire pire, de décennies, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir entendu ce dont je vais parler pendant toute ma vie, que nanani, nanana, Superman n'est pas intéressant parce qu'il est trop fort et qu'on peut pas raconter d'histoire avec. C'est un truc que je déteste entendre, c'est amplement faux, et que Superman a énormément d'histoires qu'on peut raconter avec, que ce soit sur ses valeurs, le fait de protéger quelqu'un, le fait de surmonter des épreuves impossibles, le fait d'être confronté à tout ce à quoi est confronté n'importe quel être humain, la peur, la culpabilité, le doute, enfin... Bref, j'ai jamais compris de toute façon cette histoire de « on peut rien faire avec Superman ». Donc je vais pas essayer de vous la raconter, je la comprends pas moi-même. Par contre, pour contrer un peu cette idée, le film a l'intelligence de montrer plein de façons différentes de faire mal à Superman. Comme, littéralement, le remplir de nanites robotiques. Parce que oui, il peut retenir pas mal sa respiration, mais être plein comme un fromage laissé à pourrir depuis 3 mois sur le rebord d'une fenêtre, ça marche pas. Et puis oui, il peut retenir sa respiration, mais il ne peut pas ne pas respirer éternellement. La kryptonite, qui est présente dans le film, ne vient pas directement de Krypton, mais c'est le résultat du pouvoir d'un autre personnage. Ce qui fait que, du coup, littéralement, c'est le pouvoir de quelqu'un qui le blesse. Alors, j'aurais aimé en voir plus, mais bon, c'est pas non plus un manuel sur comment faire mal à Superman, c'est juste un film. Mister Terrific se paye une bonne séquence de baston, même si j'aurais préféré la voir sans la musique, je vous l'avoue. J'ai déjà trouvé qu'il a largement adouci son côté humour facile, donc laissons-le se faire plaisir sur une scène. Même si moi j'aurais préféré être dans la tête de Terrific à ce moment-là, comme dans certains numéros de JSA, où on le voit réfléchir à ses actions comme un plan organisé, une partie d'échecs mais avec des points. La scène de guerre au Jarenpour semblait par contre un peu rapide. On sent que fallait la faire parce que ça a servi au scénario jusqu'ici, et que ça sert le scope du film en montrant que oui, Superman est humain, il ne peut pas être partout, il a donc besoin de l'aide des autres héros. Comme n'importe qui, en fait, a besoin de l'aide de quelqu'un à un moment ou à un autre. Aucun homme n'est une île. Et bon sang, je suis heureux de voir Superman avec d'autres héros. Parce que jusqu'ici, c'était très chiche, même dans l'univers d'avant. Soit il se battait avec Batman, soit il était mort, soit il était très méchant. Alors bon, on a eu un peu de coopération à la fin, mais bon, je préfère la mise en place d'un conflit à juste son déroulement. Par contre, on note que du coup, ce film prend une idée de Man of Steel, justement avec le côté menace de chaque côté du globe, avec le conflit à Metropolis et le conflit entre le Jarenpour et la Boravie. Et on note que, encore une fois, Lex Luthor, il veut récupérer un pays, une place, en tout cas, il veut de la terre. Voilà, lui, il est là pour investir dans l'immobilier. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup, justement, dans les films de Donner. Il n'y a eu que J.C. Eisenberg, finalement, qui l'a pas fait. Mais en fait, c'est très raccord aussi avec Luthor. Luthor, la première fois qu'on le voit, justement, il veut prendre le contrôle d'un pays. Quand il a été créé, il ressemble plus à un apprenti dictateur un peu savant fou qu'au type en costard. Et c'est justement ça qui fait toute la dynamique de Luthor et toute sa force, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un d'incroyablement complexe qui fait beaucoup de choses. Et puis bon, Luthor, c'est toujours quelqu'un qui apprécie de mélanger l'utile, donc récupérer un pays surtout pour ses ressources naturelles, à l'agréable. Tuer Superman. Ah, et au fait, les deux pays
Voilà, ils existent dans l'univers DC de base. Parce que oui, hein, vu le nombre de villes et de pays fictifs en général dans l'univers DC, on admet que la Terre de DC, elle est grosso modo 2 fois plus grosse que la nôtre. Parce que sinon ça rentre pas. Hein. Oui, parce que dans l'univers DC, tout ce qui est réel existe, tous les pays et villes fictives. Au bout d'un moment, on a dit fuck it x2. Le Jaranpur, normalement, date de 2002 et est un pays du Moyen-Orient, un poil magique, et qui est appelé le pays vivant, qui a normalement au moins un mec à pouvoir, un Ramakan, le monarque en gros du coin. La Boravie, elle est super vieille, hein, puisqu'elle date de 1939. Superman numéro 2, carrément. C'est une des premières histoires où Superman intervient dans un conflit, avant même la célèbre histoire où Superman chope Hitler et Staline pour les faire se juger directement. La Boravie est considérée comme un pays européen, le Jaranpur un pays du Moyen-Orient. On sent qu'on ne veut pas forcément parler d'un conflit en particulier, mais un petit peu quand même. Les deux conflits dont je parle, qui impliquent un pays plus fort hein, qui attaque un autre pays bien plus faible, sont respectivement en Europe et au Moyen-Orient. On ne veut pas parler d'un conflit en particulier, mais on veut parler d'un certain type de conflit par contre. Et on peut sentir aussi, via l'usage de ces deux pays, une envie de faire vraiment vivre l'univers DC. On n'est pas dans « on va inventer des pays fictifs qu'on va ensuite intégrer dans les comics », comme la Sokovie, pour la maison d'en face. Non, là, on est là pour choper DC dans ce qu'il a de complexe et de ridicule. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je suis un nerd de DC. Même le fait que le président du pays méchant soit ridicule, c'est un trope, un cliché des comics DC. Je pense notamment à Ruman Arjavi, dirigeant de la BIALI, par exemple. Mais c'est loin, très très loin d'être le seul. Et il y a plein de références à l'univers DC, qui est un univers avec ses propres marques, sa propre histoire, ses propres franchises. Il y a la marque de fast-food des Big Belly Burgers, et il y a mon truc préféré dans l'univers DC, les sodas fictifs. J'ai vu qu'il y avait au moins une référence à Zesty Cola, mais j'ai pas vu mon soda préféré, le Soder Cola. Le Soder et le Zesty, en gros, c'est les équivalents de Coca et de Pepsi. En gros, hein, c'est les sodas hyper concurrents aux USA. Le Soder Cola, en général, c'est Booster Gold qui en fait la pub, et le Zesty Cola, c'est un soda qu'aime beaucoup Tim Drake et Nightwing. Et cet univers qu'on a à l'écran, il est bizarre, mais il est tellement comics, parce que les comics sont bizarres. Et encore plus, il est comics, mais il est comics DC. Si c'est une indication de ce qu'est le futur de ce nouvel univers partagé, eh bien au moins je suis heureux qu'il ressemble à DC. C'est un univers où le sublime peut côtoyer le mondain, un univers où il est normal d'avoir une attaque de kaiju dans le centre-ville, et ça fait un peu chier, quoi, comme quand le bus est retardé ou annulé, mais bon, c'est un jeudi comme un autre. Les gens, ils continuent à bouffer dans le fast-food en face. Un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film insiste sur le fait que Superman cherche à chaque fois à sauver toutes les vies. Et il va insister là-dessus, il peut pas nous montrer Superman qui sauve tout le monde. Mais donc du coup, à chaque fois qu'il va nous montrer Superman faire un sauvetage, c'est toujours pour sauver une seule vie. Histoire de montrer que sauver une vie, c'est tout aussi important que sauver un groupe. Il n'y a pas de problème de l'autobus où il faut choisir si tu dois tuer une personne ou en sauver 3. Voilà, non. Superman, c'est on trouve le moyen de sauver tout le monde. C'est ça, Superman, c'est trouver le moyen. Se relever toujours et trouver le moyen. C'est ça, Superman. Et donc, du coup, c'est génial, en fait. Sauver un écureuil, c'est normal. Même Batman, il ferait ça s'il en avait les capacités, vous savez. De toute façon, Batman, il sauve régulièrement des chiens. Parlons du chien. Il est très bien fait. On voit assez peu que c'est de la CGI. Mais oui, je trouve le chien un peu lourd. Surtout que Superman, il en parle parfois assez vachement à son chien. Je veux dire, il y a un moment où Krypto, on le voit juste jouer normalement avec des vaches. Et par contre, après, Superman, pour dire je l'ai ramené, il dit « Ouais, mais non, je veux pas qu'il tue les vaches. » Enfin, c'est une dichotomie un peu chelou, le chien, je l'ai juste vu jouer normalement. Et puis, Superman s'énerve parce que le chien ne fait pas ce qu'il dit, mais c'est super dur ce qu'il lui demande. Genre, il demande à ce que le chien le chope par la cape et le traîne dans la neige et la glace jusqu'à un bâtiment. C'est super loin.
Et après, Purin, c'est chope-moi dans ce que j'ai plus ou moins compris comme étant une espèce de rivière d'antimatière. C'est chaud, désolé, c'est qu'un chien. Voilà, il est là pour se lécher les couilles, faire des câlins et tout. Bon, j'avoue, il est parfois un peu dans le chemin de la narration. C'est un peu un anti-Milou, où je vais manger tes nœuds, Tintin. Donc du coup, Crypto, il ralentit parfois un peu les choses. Ça fait peut-être parfois un peu suer. Mais je trouve surtout que le problème, c'est qu'on lui en demande beaucoup à ce chien au final. Ah, et à la fin, on sait pourquoi Crypto est là. Il appartient à quelqu'un d'autre. C'est Supergirl qui arrive complètement bourré. Il y a des gens qui sont choqués de ça. Purin, Supergirl, c'est une frat girl et tout. Sauf qu'en fait, c'est une référence très précise, un comics bien précis, à savoir Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom King et Bilquis Evely. Un comics où justement, elle commence dans l'espace, bien chargée comme il faut en éthanol. Et c'est justement ce comics qui est une étude en fait de personnage sur pourquoi elle se met dans cet état. Bah peut-être parce qu'elle a connu moult traumatismes et qu'on n'est jamais vraiment rentré là-dedans. Supergirl, elle a connu Krypton. Supergirl, c'est quelqu'un qui jusqu'à ses 14-15 ans, était sur Krypton. Elle a vu la destruction de ses yeux vus. C'est pas la même chose. Et du coup, le comics, il est très très bien, et du coup, j'espère que le film va l'être aussi. Mais en tout cas, ce que cette scène dit clairement, c'est que la suite, elle est prévue, qu'il y a un plan clair, et ça au moins, c'est très rassurant. Bon, j'aurais bien juste aimé que Superman demande à sa cousine, la seule personne qui connaisse vraiment le kryptonien, de vraiment traduire le message. Mais bon, j'ai l'impression que justement, tout le point du film, c'est que Superman a fait un choix et que c'est de laisser tomber. Peut-être que réouvrir le truc, ce serait quelque chose qui ferait mal sur le moment. Peut-être que la cicatrice est peut-être encore un peu trop récente. Il va falloir que, j'imagine, Supergirl soit un peu moins dessoulée pour qu'elle puisse vraiment, en fait, s'y mettre d'elle-même. Voilà. Mais je pense que Superman, du coup, a fait son deuil. Et du coup, ce serait beaucoup trop dur de demander actuellement à Supergirl de vérifier la traduction. J'ai beaucoup aimé le ton du film, que je trouve certes un peu cartoon, mais dans le bon sens du terme. C'est entraînant comme un épisode du dessin animé de Justice League, en fait. Et ça, c'est trop bien. On rentre dans un univers qui préexiste, ce que j'ai toujours adoré dans les comics. Ne pas tout savoir. D'ailleurs, même aujourd'hui, je ne connais pas tout. L'intro nous dit qu'il y a des gens à pouvoir depuis au moins 300 ans. On a la fresque murale avec plein de héros du passé comme Wildcat. Voilà. J'étais au ciné, je fais... Même si j'avoue, sur la fresque murale, j'ai cru voir aussi le prince viking. Ce qui ferait du coup un poil plus que juste 300 ans, mais bon, chipotons pas alors qu'on connaît pas tous les détails. Il y a même une ligue, un Justice Gang, sponsorisé par Maxwell Lord. C'est l'un des rares trucs auxquels je crois pas trop. Pas le fait que Maxwell Lord il sponsorise une ligue ou des trucs comme ça, non. C'est le fait qu'un homme d'affaires qui sponsorise un groupe de super-héros le fasse alors qu'ils n'ont pas encore de nom de groupe. Donc c'est un groupe sur lequel on peut pas encore faire de marketing. Ça, j'y crois pas. Ça rentre dans la catégorie de ce que l'on peut appeler du pinaillage. Ah, et en parlant de pinaillage, c'est rigolo que le thème du 3, vous savez, le 300 ans, 30 ans, il y a 3 secondes, tout ça, en fait, il continue un peu pendant le film. Par exemple, Lois et Clark, ils sortent ensemble depuis 3 mois. Oui, on peut aussi pinailler dans le positif. On appelle ça faire son intéressant. Bref, je pourrais continuer, j'imagine, à déblatérer sur le film, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, en fait. Mais voilà, franchement, j'imagine qu'il faudrait vraiment que je voie plus le film, plutôt que de rester sur mes souvenirs, pour vraiment trouver des choses plus pertinentes que ce que j'ai déjà dit. Parce que comme vous l'avez vu, j'aime beaucoup m'appuyer sur des éléments précis. Le diable est dans les détails. Donc essayons de bricoler une conclusion. Je trouve le film sympathique. Pas extraordinaire, mais sympa. Il a clairement des défauts, mais aussi des qualités. Je vais d'ailleurs écrire les plus et les moins sur l'écran. Mais la dernière chose que je voudrais ajouter, que vous aimiez le film ou pas, restez humain. Ne descendez pas les autres avis, ne soyez pas des crevards qui harcèlent les gens, parce qu'il y en a, j'en ai malheureusement un peu fait les frais parfois, et c'est jamais hyper agréable.
Enfin, c'est même pas du tout agréable, en fait. Par contre, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo agréable. J'ai essayé de rassembler mes idées du mieux possible, de les organiser en une suite de discours, certes un peu décousus, mais c'est un peu comme si c'était en fait un écheveau de pensée qu'on dévidait. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Bref, on se revoit bientôt sur cette chaîne pour parler d'un comics crossover entre Superman et les 4 Fantastiques. Je pense que j'aurais pas pu trouver un meilleur moment pour en parler. Et après, pour parler du film des 4 Fantastiques. Et encore après, pour un énorme comic story du plus d'1h30 sur les What If et les Elseworlds. Que à la base je devais sortir là, mais voilà, je me suis dit je vais pouvoir faire ça, et en même temps je vais pouvoir essayer d'améliorer encore un petit peu les effets spéciaux. Voilà. Sur ce, salut à tous, bonnes gens, et portez-vous bien.